Déjà, merci. J'aimerais remercier les organisateurs de cet événement de m'avoir invité à discuter, de vous présenter et peut-être aussi discuter un petit peu plus sur ce que sont les objectifs du développement durable. Et puis surtout, je crois que c'est un petit peu le sujet ici de ce que pourrait représenter la mesure du développement et les défis de la mesure du développement. Je suis moi-même de formation sociologue, enfin j'ai commencé par les sciences sociales, l'économie, que je considère toujours comme une science sociale, et puis je suis parti ensuite sur la statistique, et ensuite sur la statistique officielle, c'est-à-dire produire de l'information pour les citoyens, pour les gouvernements, pour les prises de décision. Et tout d'un coup, en 2015, l'Assemblée générale prend une décision. L'Assemblée générale prend la décision de finalement mettre sur pied 17 objectifs fondamentaux pour le développement durable de notre planète. Ces 17 objectifs désagrégés en 169 cibles, et elle demande aux statisticiens, ce qu'on appelle les statisticiens officiels dans les différents pays, au niveau régional, international, de créer, de mettre sur pied les indicateurs qui permettent de nous informer sur les progrès qui sont faits dans la mise en œuvre de ces objectifs et finalement aussi dans notre rapprochement de notre progrès par rapport à ces cibles que nous avons déterminées au niveau mondial. Alors, je crois que ça, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on a ici. Donc, c'est peut-être très à la mode, je ne sais pas. Mais ici, on a les 17 objectifs du développement durable. Je pense que vous en avez tous entendu parler de ces objectifs. Ces objectifs, en fait, ont été développés à la suite d'autres objectifs qu'on avait déjà. Et souvent, les gens nous disent « Ah oui, mais bon, on avait les objectifs du millénaire, qui étaient valables jusqu'en 2015. Ils n'ont pas forcément bien marché. Je ne vois pas pourquoi les objectifs du développement durable, eux, ils vont fonctionner. » Alors c'est sûr qu'a priori, si on regarde comme ça rapidement, on a 17 objectifs, 169 cibles, on a la lutte contre la pauvreté et la faim, l'accès à l'éducation, l'amélioration de la santé, la promotion d'égalité des genres, des sexes, l'avènement des sociétés pacifiques, l'accès à la justice pour tous, la garantie d'un environnement durable, le partenariat mondial pour le développement durable. On va se dire finalement, à la base, qu'est-ce qui change fondamentalement de ce qu'on avait auparavant, et qu'est-ce qui va faire que, peut-être, les objectifs du développement durable vont être un succès, alors que les objectifs du millénaire pour le développement l'ont été un peu moins. On ne peut pas non plus les jeter, mais ils ont été quand même, ça a été un certain succès, mais peut-être pas toujours un aussi gros succès qu'espéré. À ce niveau-là, j'ai pensé peut-être d'abord de vous expliquer un petit peu la différence entre les objectifs du développement durable et puis les objectifs du millénaire pour le développement. Mais la première chose, alors bien sûr on va nous dire oui, mais une fois il n'y avait que 8 objectifs, alors ça c'est peut-être quelque chose qui va dans la direction de ceux qui sont un petit peu, on va dire, critiques. On avait 8 objectifs, on n'a pas été capable de les atteindre, et maintenant on en a 17. Ça va être encore un petit peu plus difficile. Mais je pense qu'il y a des différences qui sont importantes quand même. Je pense que ce qui est important, c'est que les objectifs du développement durable s'applique à tous les pays. Ça, c'est un point qui est important. Les objectifs du millénaire, c'est des objectifs finalement qui ont été développés par les pays riches, souvent, pour les pays pauvres, pour les aider à se développer. On ne parlait pas encore de durable pour se développer. Là, on est dans une vision différente des choses, c'est de dire finalement, le développement, ce n'est pas seulement le problème des pays en voie de développement, mais c'est le problème de tous les pays et de tous les acteurs. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc ces objectifs du développement durable s'appliquent à tous les pays. La deuxième chose, attendez voir, là je presse maintenant pour 2. La deuxième chose, c'est qu'un volet qui avait été un petit peu négligé dans les ODD, dans les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, c'était l'environnement. On avait l'économie, on avait le social, puis finalement, il y a quelque chose qui devient de plus en plus important, aussi avec toutes les discussions qu'on a sur le changement climatique et les effets, les impacts du changement climatique sur les populations. On a décidé, conjointement,
on a décidé d'intégrer l'environnement pleinement dans ces indicateurs, dans ces objectifs. Ça a été un processus inclusif. Et ça, c'est ce que je vous disais avant. En anglais, on va dire que c'était un bottom-up. C'est une initiative qui est venue de tous les pays, d'accord, et pas une initiative qui est venue de certains pays et d'organisations internationales et qu'on a finalement forcé, on a appliqué aux pays en voie de développement. Donc inclusif dans le sens où tout le monde s'est senti concerné et que finalement l'Assemblée générale, à l'unanimité, a adopté en 2015, au mois de septembre, ces objectifs. Et puis l'autre point qui est fondamental, et ça je pense qu'il est très très important et ça va nous poser un problème à nous, les gens des données et de la statistique, c'est la domestication ou l'appropriation de l'agenda et des processus. C'est-à-dire, par domestication et appropriation, on dit qu'à chaque niveau territorial, pays, province, nous en plus on a les régions, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et le Pacifique, on va pouvoir développer des objectifs complémentaires ou alors même les adapter aux besoins spécifiques de ces régions, de ces pays, de ces provinces et de ces municipalités. Donc finalement, on offre un produit avec ces objectifs. En fait, c'est comme un panier de fruits. Et on dit, voilà, on a quelque chose, prenez-le et essayez d'adapter ça à vos besoins par rapport à vos priorités politiques, par rapport aux priorités de vos populations et de leurs environnements. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale avec les objectifs du millénaire, qui était véritablement une sorte de liste d'objectifs développés par quelques organisations internationales et qui ont été supportés, bien entendu, par quelques pays et qui ont été ensuite imposés, on peut dire, dans une certaine mesure, aux pays en voie de développement. Un point qui est aussi important, c'est que dans les objectifs du millénaire, en fait, ils étaient très macro. C'était des objectifs, on a dit oui, alors si on peut les désagréger, si on peut réfléchir au genre, et puis peut-être rural, urbain, ça pourrait être bien. Là, dans les objectifs du développement durable, il y a ce concept qui est fondamental, c'est de ne laisser personne pour compte. Alors, j'ai fait une présentation en Afrique, aux Seychelles, il y a quelques jours, parce qu'on m'a dit, mais en fait, ce concept de ne laisser personne pour compte, ça veut dire quoi? Alors, ça n'a pas été évident. C'est pas évident parce qu'en fait, de ne laisser personne pour compte, c'est un petit peu tout. Alors, j'ai essayé de reprendre, de passer en revue différents documents qui ont été discutés dans différents groupes de travail de l'Assemblée générale, puis j'ai essayé de ressortir un petit peu les points les plus importants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce concept est au cœur des objectifs du développement durable et qui cible les politiques du développement sur les personnes les plus vulnérables, les personnes ou les groupes de personnes les plus vulnérables. Alors si on liste un petit peu ce qui ressort souvent, et on le voit, on le verra plus tard aussi quand on discutera des indicateurs, c'est bien entendu les filles et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, tendance à oublier ceux qui ont contribué au développement de nos sociétés, et ceux qui un jour vont reprendre le relais, les réfugiés et migrants, les populations autochtones, et on a eu des présentations très intéressantes là-dessus, sur les territoires nordiques, les exclus du système de l'éducation et les exclus de la société de l'information. En fait, ce qu'on cherche, c'est de donner un espoir, et plus qu'un espoir, une possibilité à ceux qui sont le plus en retard, et pas seulement dans les pays en voie de développement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des exclus aussi dans notre société, de donner un espoir et la possibilité à ces personnes-là et ces groupes de personnes-là, finalement, à bénéficier le plus en priorité de ce programme du développement durable. Et donc là, on comprend la différence entre les OMD et les ODD. Les OMD, c'était en règle générale pour les pays pauvres, alors que les ODD, c'est en fait un programme pour essayer de donner un avantage, de donner un espoir aux personnes qui le moins profitent de notre société et de ses avantages. Alors bien sûr, après on a dit oui, alors oui, ça c'est bien, mais il va falloir, comme je l'ai dit avant, il faut mesurer. Alors, ça me semble juste. Je crois qu'on est là pour ça aussi, on veut discuter de la mesure.
Parce que si on a des objectifs, il faut savoir d'où on part. En anglais, on va dire la baseline, je veux dire la ligne de départ. Puis il faut savoir où on va. Alors, des cibles, c'est par exemple, on veut limiter la pauvreté. Un pays peut dire, moi je veux limiter la pauvreté de moitié en 10 ans. D'accord? Ça c'est bien. C'est un objectif louable. Mais si on n'a pas de données pour la mesurer, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement difficile donc à quantifier et à évaluer. Le problème, c'est que dans tous ces indicateurs qui ont d'ailleurs été adoptés par l'Assemblée générale en juillet cette année, on voit trois catégories d'indicateurs. Et ça, c'est en fait la base, c'est le point de départ de ma présentation. Et c'est aussi pour ça la raison pour laquelle je suis là. La première, c'est qu'on a des indicateurs, on dit, bon, ils sont définis conceptuellement, on a les sources de données, plus de 50% des pays les produisent. Bon, il y en a toujours quelques-uns qui ont des problèmes, mais disons ceux-là, on va dire catégorie 1. On les a, c'est bon. Puis on aidera ceux qui n'arrivent pas à les produire pour les produire. On a la catégorie 2, c'est des indicateurs, en fait, méthodologiquement, conceptuellement, ils ont été développés, ils sont définis, ils ont été approuvés au niveau international, mais la plupart des pays, toujours, ne les produisent pas. Puis après, on a une catégorie 3, c'est des indicateurs auxquels, finalement, on n'avait pas vraiment pensé auparavant, pour lesquels on n'a ni concept, ni méthodologie définie. Certains pays essayent de leur côté de développer quelque chose, mais au niveau international, il n'y a pas d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est 232 indicateurs qui sont encore subdivisés en 3 groupes. Ce qui est important aussi de voir, c'est que ces indicateurs, ces 232 indicateurs, on ne va pas demander à tous les pays de les produire tous. On va demander aux pays de faire une sélection. On revient à l'appropriation. Il y a une appropriation, une domestication des objectifs, mais il y a aussi une appropriation, une domestication des indicateurs, parce que l'indicateur doit refléter l'objectif et mesurer l'objectif et les cibles. D'accord? Donc il y a un besoin aussi au niveau national, enfin régional, national, provincial, etc., quel que soit le niveau territorial choisi, de transformer ces indicateurs afin qu'ils répondent à un besoin pour la mesure du développement durable en fonction des priorités de ce territoire. On peut aussi concevoir que dans certains pays, par exemple, on additionne, on complémente les 232 indicateurs avec des indicateurs supplémentaires. Alors je peux déjà vous dire maintenant que ça ne va pas être le cas. En règle générale, on est plutôt en dessous parce que c'est déjà assez problématique comme ça. Mais néanmoins, il y a cette possibilité-là. Et puis ensuite, pour aider les pays, alors là c'est effectivement plutôt les pays en voie de développement, les différentes organisations internationales qui existent, du système de l'ONU mais aussi en dehors, pour chaque indicateur, on l'a attribué à une organisation qu'on appelle dépositaire. D'accord ? C'est une organisation spécifique qui a comme pour objectif politique finalement de développer, je ne sais pas, par exemple, l'éducation et la culture, la santé, le développement économique, les transports. Et donc les organisations qui sont proches de ces objectifs politiques vont aider les pays finalement aussi à développer et à compiler, à calculer ces indicateurs. Alors maintenant, ça, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'on a vu que ces indicateurs des objectifs du développement durable, enfin que l'objectif du développement durable, il se basait sur ne laisser personne pour compte. Alors ça, c'est finalement, si on ne laisse personne pour compte, et je vous ai dit avant, les filles, les populations autochtones, l'âge, la formation, le revenu, etc., il va falloir aussi mesurer ça. Parce qu'on ne veut pas calculer un indicateur pour tout le monde et de mettre tout le monde dans le même panier, parce que ce n'est pas l'objectif. Parce qu'on est bien conscient que dans nos sociétés, comme dans les sociétés en voie de développement, finalement, il y a des gens qui sont très riches, très bien éduqués et en pleine santé. D'accord ? Ce n'est pas ceux-là qu'on veut toucher par cette politique. Et donc, il faut calculer, il faut trouver des indicateurs pour qu'on puisse mesurer les progrès, pour autant qu'il y en ait, dans le développement, dans l'appui au développement de ces différentes communautés, groupes de personnes ou personnes. Donc, en fait, là, il y a une définition de la désagrégation. Ça, c'est une définition d'un groupe, je vais vous en parler tout à l'heure. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on parle ici Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la désagrégation, elle renseigne sur l'ensemble des phénomènes relatifs aux politiques du développement, tels que économiques,
démographiques, sociales, environnementaux. Bon, ça c'est la thématique. Ensuite, on peut dire que ça couvre de manière représentative chaque unité ou groupe d'unités sur un territoire donné, donc on veut oublier personne, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va mesurer sur chaque personne l'information, mais c'est qu'on va prendre des personnes qui sont représentatives des différents groupes. On est nouveau sur la statistique et l'échantillonnage. Et puis ensuite, ça doit décrire l'ensemble ou un sous-ensemble pertinent de caractéristiques objectives définissant chaque unité ou chaque groupe d'unités. Moi, j'aime bien, plutôt que des agrégations, appeler de granularité. Donc, il faut qu'on prenne la photo avec plus de finesse, il faut qu'on puisse aller plus loin, il faut qu'on puisse zoomer, d'accord? Et on a vu, c'était intéressant, avant, c'était je crois le premier jour, on a vu quelques photos et comment est-ce qu'on peut changer quelques pixels de la photo pour qu'à la fin, la machine va nous donner une interprétation totalement différente du résultat. Donc, il faut qu'on aille à un niveau tellement fin, ou assez fin, pour que cela ne se produise pas et qu'on obtienne véritablement une image réaliste et détaillée de la situation. Alors là, c'était, voilà, avant, on a quelques définitions de la désagrégation, parce que même là, à ce niveau-là, ou de la granularité, moi je préfère la granularité, mais on ne va peut-être pas passer trop de temps là-dessus, simplement que ça, c'est un peu sur des techniques statistiques, et en fonction des données qu'on va utiliser pour aller plus loin dans la désagrégation de l'information qu'on a à disposition, on peut parler de désagrégation directe, indirecte, ou alors on peut même aller dans des désagrégations qui sont des désagrégations itératives en du direct et de l'indirect. Moi, ce que je veux appeler, ce qu'on va dire tout simplement, ici, c'est que la désagrégation, c'est bien entendu la ventilation des données par caractéristique à un niveau de détail ou granularité inférieur à celui qui a été collecté initialement. Et ça, c'est le problème des statisticiens. Parce qu'on a beaucoup de statistiques, on a beaucoup d'enquêtes et de recensements, qui nous donne un certain niveau de désagrégation, de granularité de l'information. Mais à un moment donné, pour aller plus loin, il va falloir se poser des questions. Quel type d'information je vais utiliser pour augmenter cette granularité, pour aller plus dans le détail? Alors moi, je vous donne ici un exemple de désagrégation. L'indicateur 131. Je le prends celui-là parce qu'il est magnifique, celui-là. Ça, c'est le champion du monde. Proportion de la population bénéficiant des socles ou système de protection sociale, par sexe, jusqu'à là ça va, et par groupe de population, entre parenthèses, enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, nouveau-nés, victimes d'un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables. Ben, jusqu'à maintenant, moi je ne connais pas d'enquête statistique, que ce soit à un niveau national ou à un niveau régional, qui va pouvoir me donner toutes ces informations. De nouveau, avec l'appropriation des indicateurs, quand on s'approprie des objectifs, on s'approprie des indicateurs, on va pouvoir aussi réfléchir ensemble sur savoir quelles sont à ce niveau-là les priorités, qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer. Et ça peut changer, bien entendu, d'une région à l'autre, mais on peut aussi rajouter de la désagrégation. Parce que peut-être on va se dire aussi dans un pays ou dans une province, ben tiens, finalement, là, il y a un groupe ici qui n'est pas là, une caractéristique qui n'est pas là et qui est importante dans notre région. Et puis d'un autre côté, alors ça c'est le niveau de désagrégation, puis de l'autre côté il y a le principe de la statistique officielle, je voulais vous le dire quand même, parce qu'on a quand même une éthique, la statistique officielle, puis j'ai bien aimé les présentations qui ont été faites tout à l'heure. On doit garder ça en mémoire, c'est qu'on a toujours quand même l'indépendance professionnelle, ce qui signifie que dans la statistique officielle, il n'y a pas d'interférence ou d'ingérence du politique. D'accord ? Les méthodes sont décidés par les statisticiens et les résultats ne sont pas soumis ni à la censure ni à la correction des politiciens. Ensuite, il y a l'impartialité. Alors ça, c'est plutôt des critères de qualité, c'est l'impartialité et l'objectivité, mais bon, c'est clair que c'est forcément relié à l'indépendance professionnelle, l'exactitude et la fiabilité, la cohérence et la comparabilité. Ça, c'est important parce qu'on a eu beaucoup d'études. C'est des études qui ont été faites une fois, puis après, on se dit, bah voilà, on a un résultat, c'est intéressant, etc. Dans la statistique officielle, la comparabilité, elle est dans le temps. En règle générale, on essaie de fournir des séries de données relativement longues, mais elle est aussi, la comparabilité, elle est aussi dans l'espace. Il faut dire que la comparabilité d'une donnée pour une province au Canada doit être comparable, on va dire maintenant en termes de définition, méthodologie, qualité, à la donnée d'une autre province, mais les données du Canada doivent être comparables à celles de la France, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous,
Puis après, il y a le secret statistique et l'utilisation exclusive à des fins statistiques. Et plus tard, quand on va discuter de l'utilisation des grandes données, c'est un petit peu le problème qu'on a des fois. Quand on utilise une donnée pour la statistique officielle, on l'utilise exclusivement pour la statistique officielle et pour aucune autre raison. Et des fois, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que des fois, on est dans des situations où des données qui ont été collectées pour la statistique officielle pourraient sauver des vies, des recensements, mais parce qu'on a cette obligation du secret statistique, on a des gros problèmes de divulguer l'information. D'accord ? Donc ça pose, il y a un conflit, de nouveau comme on l'a discuté avant, mais d'une manière générale, je crois que ça c'est très clair, il y a le secret statistique pour toute opération conduite par une agence nationale de statistique, par exemple, ou régionale de statistique. Puis il y a la pertinence qui est le dernier, qui est important finalement, et là on revient un peu aux objectifs. Si on veut des indicateurs qui soient utilisés, il faut qu'ils soient pertinents et qui reflètent effectivement les objectifs et les cibles prioritaires dans un pays ou une région. Alors, on a parlé de désagrégation. On garde en tête un petit peu les principes officiels, les principes de la statistique officielle en tête. Les défis de la désagrégation des indicateurs, en tant que statisticien traditionnel, je dirais, c'est le coût de la collecte des données. Parce que d'abord, on pense plutôt à élargir l'échantillon. On se dit, tiens, je n'ai pas toutes les données, on va faire un échantillon encore plus grand. D'accord ? Le problème, c'est que ça coûte très cher. Puis le problème, c'est que les gens ils commencent à être un petit peu fatigués de répondre à tous ces questionnaires. Parce qu'en plus des questionnaires de la statistique officielle, il y a aussi tous les vôtres. D'accord ? Parce qu'on veut faire une enquête sur ci, parce qu'on veut faire une enquête sur ça. Puis c'est un peu comme quand on construit une route, et puis une fois qu'on l'a construite, on se dit, tiens, on a oublié le câble du téléphone, alors on fait passer le câble du téléphone, puis après on se dit, ah oui, mais maintenant il y a la fibre optique, alors on réouvre, on met la fibre optique, puis un peu après on dit, ah oui, oui, mais il y a le tuyau du gaz aussi qu'il faut refaire, et on ouvre de nouveau la route. Donc des fois, il y a un petit peu un manque de coordination, on va dire, de la communauté des données, et on va tous dans notre coin un petit peu gratter, puis essayer de chercher de l'information. Et ce qui fait que quand nous, statisticiens, on arrive avec un questionnaire qui est souvent un petit peu plus long, en disant, voilà, là, c'est l'enquête sur les ménages, on nous dit, ah non, non, vous êtes au moins le 20e. Ça suffit comme ça, d'accord ? Donc il y a une certaine résistance, qu'on appelle aussi la charge statistique, qui devient un petit peu trop grande. Il y a des limites conceptuelles des sources statistiques des enquêtes. Par exemple, une enquête sur les ménages, elle n'a pas été, l'échantillon n'est pas fait pour obtenir systématiquement des données sur les personnes du ménage, d'accord ? Donc on a des informations qui sont très intéressantes sur le ménage, mais en tant qu'un groupe. Enquête sur les revenus, par exemple. Souvent, une enquête sur les revenus auprès des ménages. Donc, c'est un groupe de personnes, et en particulier, ce n'est pas en particulier sur une personne. Puis ensuite, justement, le point, on va en discuter un peu plus, l'accès aux données secondaires. Nous, on les appelle l'accès à données secondaires. Données secondaires, ça peut être des données administratives, le big data ou du géospatial. Ce n'est pas facile d'obtenir les données, puis on verra ça plus tard. L'assurance qualité, parce que quand on collecte nous-mêmes l'information, on est finalement maître de notre processus de production, du début jusqu'à la fin, puis finalement, on est responsable de la qualité du produit. Quand on utilise des grandes données, il va falloir aussi qu'on mesure cette qualité, qu'on fasse un choix sur la source de l'information, d'accord, et qu'on puisse mesurer à la fin du processus quelle est la qualité objective de l'information que je livre, d'accord ? Ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai aussi que pendant longtemps, les statisticiens, on a jugé de la qualité en fonction de notre point de vue scientifique et pas du point de vue de l'utilisateur. Parce que souvent, les utilisateurs nous ont dit, mais vous êtes en train de faire quoi, moi ? Moi, j'ai besoin des données après 15 jours, je les ai après 3 mois. Puis on leur dit, oh, mais la qualité n'est pas bonne. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fignole, il faut qu'on revoie. Puis ils nous disent, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Si on a 2% ou si on a 10%, ce n'est pas grave. Pour les décisions que je vais prendre, ce n'est pas fondamental. D'accord ? Donc ça, c'est un autre point aussi qu'il faut garder en mémoire. Et puis la gestion de la confidentialité du secret statistique, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Alors à la fin, on peut se dire aussi, la désagrégation finalement. Ouais, à quoi ça sert vraiment ? Là, on a une table. Moi, je pense que j'ai marqué le diable se cache dans les détails. Il se cache toujours dans les détails. Parce que c'était hier Halloween, hein ? Mais bon, quand même. On a ici un plan. En fait, c'est l'indice de la part des ménages aux besoins fondamentaux non satisfaits. D'accord ? Ça fait partie des indicateurs du groupe 1. On a un exemple de la Colombie. Vous avez ici une région. Si on regarde sur la carte agrégée, donc ici, pour dire que c'est une région qui va très bien. Hein ? Il n'y a pas de problème
de besoins fondamentaux non satisfaits, on ne va pas baser nos politiques là-dessus. Dans cette région-là, c'est une région qui est périphérique à la capitale du pays. Et si on prend une image maintenant, une plus grande granularité, j'essaie de reprendre la chose, et qu'on se trouve ici au niveau des provinces, on voit très bien qu'à l'intérieur de cette province, on a des disparités qui sont très très grandes et qui correspondent souvent aux disparités qu'on peut voir ou observer en milieu urbain. C'est-à-dire qu'ici, bon, la région, ici, si je ne me trompe pas, parce que j'ai posé la question, bien entendu, ici on a la capitale, ici on a, on va dire, la première couronne urbaine, relativement aisée, de gens qui ont bons revenus, travaillent probablement beaucoup dans les services, ça tout se passe bien. Mais dès qu'on s'écarte un tout petit peu du centre, on remarque tout de suite qu'il y a des régions qui ont besoin véritablement d'une certaine attention, parce que les données à ce niveau-là, elles ne sont pas bonnes. Elles sont tout aussi mauvaises que dans certaines régions, on va dire, qui sont éloignées du centre du pays. Et si on avait gardé le niveau de granularité qu'on avait au départ, ben on serait passé complètement à côté de ces problèmes. Et on sait très bien en termes de sécurité, en termes de formation, en termes de santé, en termes de liens sociaux, ce que ces régions, on va dire, périurbaines, dans quelles conditions elles sont dans beaucoup de villes. Si on prend une carte de Paris, une photo de loin, puis on regarde au niveau du développement, au niveau des revenus, on va se dire tout va bien. Mais plus on s'approche de la carte, plus on va à un niveau de granularité fin, et plus on se rend compte qu'en fait la ville, dans une ville ou dans une zone urbaine, les différences peuvent être gigantesques entre un quartier ou une communauté et une autre communauté. Donc c'est pour ça qu'il faut bien qu'on continue avec la désagrégation. Ça fait tout son sens parce que c'est ne laisser personne pour compte. Et on ne va pas laisser non plus ces gens-là pour compte qui vivent dans la zone urbaine de la capitale. Alors ici, voilà, on se dit, bon, ben, les statisticiens, ils n'ont pas la solution. Alors effectivement, on a beaucoup réfléchi. On a les indicateurs ODD ici, couverture, plus de 230 indicateurs. En fait, quand j'ai préparé ce transparent, la première fois, bon, on était encore à 230. Après, ça a évolué, mais on a plus que 230 indicateurs, on a 232 maintenant, mais c'est possible qu'on en ait même encore quelques-uns de plus. Ce n'est pas exclu. Il y a le problème de la granularité ou de la désagrégation. Il y a le problème de la qualité, et ça, c'est des défis pour la statistique. On est d'accord? On vient de le voir, ça risque d'être un casse-tête. Mais moi, je vois ça comme une opportunité ici. C'est ce qu'on appelle, nous, en anglais, on disait le data ecosystem, l'écosystème des données. D'accord? C'est la transformation numérique, on en a parlé. Les sources de données, big data, géospatial, on en a parlé. Et la communauté des données, c'est vous, enfin une partie de vous. Ces gens qui travaillent, les data scientists, les scientifiques des données, qui travaillent avec ces données. On vit dans un monde qui a changé, et on a des opportunités ici pour produire les indicateurs qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a 10 ans ou 20 ans. Par contre, tout ça, ça demande un développement des capacités de la statistique. D'accord? Alors, dans tous les pays, si je ne me trompe pas, l'Australie est en mesure de produire 40% des indicateurs mondiaux. 40%. D'accord? 40. Donc ça concerne tous les pays. Le premier, c'est la modernisation de la statistique. Alors vous allez dire, il est masochiste. Parce que j'aurais dû vous faire une présentation pour vous dire à quel point on est bon et bien. Mais je vous dis qu'on a des problèmes. La modernisation, c'est quoi? C'est l'intégration et la standardisation, ce qu'on appelle l'interopérabilité. La méthodologie, apprendre à travailler avec des sources diverses de statistiques et de changer peut-être souvent. Et puis l'environnement institutionnel, les lois statistiques par exemple, l'organisation du système statistique national. Mais il y a aussi des besoins en tant que ressources et infrastructures, informatique, application, savoir-faire, développement des ressources humaines. On a besoin de data scientists dans les instituts statistiques nationaux. On en a vraiment besoin. On a déjà des statisticiens, on a des spécialistes du domaine, on a des géographes, on a des économistes, on a des sociologues, on a des médecins, etc., qui travaillent parce qu'on a vu que c'était important. Mais je crois que ce qui nous manque encore, c'est des data scientists. On en a vraiment besoin. Ou alors travailler avec eux. Et puis après, ce qui est important, et ça on va parler en anglais, on dirait les soft skills, parce qu'ils sont fondamentales, c'est le leadership, la coordination et le partenariat. Parce que ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas chez nous,
ben peut-être qu'il faut tendre la main et de voir si peut-être d'autres l'ont. Et visiblement, d'autres ont ces compétences, en particulier ceux qui travaillent avec les big data. Alors, attendez voir. Voilà. Bon, là, maintenant, rapidement, ça, c'était comment on travaillait avec les statistiques avant. Statistiques et indicateurs, enquête et recensement. On utilisait un petit peu les sources administratives, mais même pas trop. Il faut penser aussi que dans certains pays, il y a très peu de sources administratives. En Afrique, la plupart des pays n'enregistrent même pas les nouveau-nés. D'accord? Donc, on parle de statistiques administratives, c'est quand même un petit peu difficile. La statistique, donc ça, c'est le schéma à développer. C'est sûr, on va toujours se baser sur des enquêtes et des recensements. Ça va continuer, on ne va pas dire qu'on va arrêter. Mais on va devoir travailler avec des sources secondaires, sources administratives à renforcer. Les sources administratives ont un intérêt pour les statisticiens. C'est parce qu'on a, dans beaucoup de pays, un indicateur unique pour chaque personne. Et on les a pour les enquêtes, mais on les utilise aussi pour chaque acte administratif ou même médical. La personne va recevoir, elle va donner son numéro d'identification. Et ça va nous permettre, en tant que statisticien, d'avoir accès à ces différentes données. Et puis finalement, quand on a un échantillon, par exemple, d'une enquête sur les ménages, et qu'on sait quelles sont les personnes qui composent ce ménage avec leur numéro, ça va pouvoir nous permettre de relier soit à d'autres enquêtes où on avait les mêmes numéros, soit à des données administratives. D'accord ? Donc ça, on va dire, c'est le premier pas. Pour les pays en voie de développement, c'est un petit peu dans cette direction qu'on essaye d'aller le plus rapidement, mais pour autant qu'ils aient des données administratives. Mais il y a aussi les autres sources, celles dont on a discuté ici ces autres jours. Maintenant, le problème, c'est que voilà, les sources de données, il y en a beaucoup. Elles sont différentes. On a eu l'habitude de travailler avec nos propres données. Peut-être on a été un petit peu dans une zone de confort. Il va falloir qu'on développe l'innovation, la flexibilité, l'interopérabilité. C'est ce qu'on peut appeler des fois le plug and play. D'accord ? On a énormément de sources à disposition, que j'ai illustrées ici par les différents types de fiches électriques, comme on a beaucoup parlé d'électricité aussi ici, et d'eau, d'énergie. Et de développer finalement une manière de penser, de travailler, qui nous permette finalement de se connecter aux besoins, à l'information qui est là, qui est disponible. D'accord ? Alors juste maintenant, rapidement, quels sont les problèmes qu'on peut avoir quand on essaye d'obtenir ces informations, si je reviens en arrière ? Bon, ben, il y a des problèmes, bien entendu, de méthodologie, il y a des problèmes de qualité, mais ce n'est pas tout ça avec les grandes données, par exemple. On peut avoir des problèmes on va dire, de compréhension. On ne s'en comprend pas toujours bien, on a un petit peu des problèmes. Nous, on ne vous comprend pas et vous ne nous comprenez pas, ou peut-être pas. Ça n'aide pas. Il y en a des problèmes, on a vu, qui sont peut-être, dans certains cas, on pense, éthiques, de confidentialité. Il y a des problèmes de coût, parce que beaucoup veulent nous vendre ces informations. Google et d'autres, on ne va pas vous les donner gratuitement. Visiblement, vous en avez vraiment besoin. Alors, on essaye de les obtenir. On les obtient parfois. La NASA ou le Centre spatial européen nous donnent des données satellitaires gratuitement, mais ce n'est quand même pas le niveau de désagrégation le plus fin. D'accord ? C'est problématique. Et puis, l'autre problème, c'est que des fois, ces opérateurs privés nous disent « Ah ouais, d'accord, on vous donne les données. » Alors nous, il nous les faut au niveau le plus détaillé, par exemple Google. Mais vous nous donnez les vôtres, vos enquêtes. Puis nous, on leur dit « Non, on ne peut pas. » On ne peut pas parce qu'on a justement les principes fondamentaux de la statistique officielle, on a les lois statistiques dans chaque pays, ce qui ne nous permet pas de vous donner les données. D'accord ? Là, immédiatement, ça peut effectivement poser, dans certains cas en tout cas, ça peut poser des problèmes. Mais la voie, elle est là, c'est sûr. Et on essaye à l'ONU de voir s'il n'y a pas... Parce que ces entreprises sont globales. C'est des entreprises qui ont une masse d'informations, mais elles sont globales. Est-ce que chaque pays va aller négocier avec Google l'information ? Ce serait peut-être pas mieux que l'ONU négocie ces informations pour la statistique, les indicateurs, les ODD, d'une manière centralisée, d'accord ? Et ensuite de créer finalement un nuage, un cloud avec ces informations où les instituts statistiques pourraient venir, on va dire, s'approvisionner des données dont ils ont besoin pour le calcul de leurs indicateurs, pour complémenter l'information statistique existante. Voilà, c'est un petit peu les idées. Puis si je suis là, c'est un peu pour vous tendre la main,
puis pour voir avec vous, alors aujourd'hui on n'y arrivera pas, mais peut-être une autre fois, si on refait quelque chose ici, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Le mot partenariat revient de nouveau. Là, c'était pour un peu expliquer qu'on a deux groupes qui ont été créés, justement, vous avez vu qu'on avait 3 catégories d'indicateurs, on a un des problèmes, parce que la catégorie 3, c'est des indicateurs, on n'a pas de méthodologie, donc on a créé 3 groupes, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne les Nations Unies, il y a l'Assemblée Générale, il y a l'ECOSOC, ensuite il y a la Commission statistique, et en dessous de la Commission statistique, il y a 2 groupes, je vais vous expliquer les 2 groupes, il y a le groupe de haut niveau, et puis il y a le groupe interinstitutionnel et d'experts sur les indicateurs des ODD. Alors, peut-être juste rapidement, un des groupes, donc le groupe interinstitutionnel, c'est un groupe qui travaille un petit peu plus sur la méthodologie et les définitions. Il faut dire que c'est important, parce que ces indicateurs qu'on a développés, ces 232 indicateurs qu'on a là, c'est des indicateurs interdisciplinaires. D'accord ? Il y a peu d'indicateurs qui sont que de l'environnement, ou que de la santé, ou que de l'économie. Donc il est important pour ces différents indicateurs, quand on dit par tranche d'âge, qu'on essaie de réfléchir, est-ce que ça fait sens d'utiliser les mêmes tranches d'âge pour tous les indicateurs? Peut-être pas, peut-être oui, d'accord? Il y a d'autres questions méthodologiques à réfléchir. Donc en termes de désagrégation, mais même au niveau agrégé, en termes de définition de l'indicateur lui-même. Ce groupe de travail continue de réfléchir, l'idée c'est pas de s'arrêter maintenant, parce que les ODD c'est quelque chose de dynamique. On va revoir ces ODD relativement fondamentalement, en 2020 et une deuxième fois en 2025. Donc il y aura un impact aussi sur les indicateurs. Parce que la société change vite, nos problèmes changent vite, et c'était un petit peu le problème aussi des indicateurs du millénaire, où finalement on a défini une fois des indicateurs, puis on se dit voilà, plus ou moins ils sont bons pour toujours. Ça je crois que ce n'est pas une bonne solution non plus. Il y a un point qui est important ici aussi, c'est la poursuite des travaux sur l'échange des données et métadonnées statistiques, le SDMX. Et ça, c'est quelque chose, c'est un protocole qu'on aimerait bien partager avec les gens qui travaillent sur les grandes données. Parce une des autres barrières que je n'ai pas mentionnées, que j'attendais ce point-là pour la mentionner, c'est l'échange de données et l'accès aux données. Parce que si on travaille tous avec le même protocole d'échange de données, data, metadata, donc données, métadonnées, ben forcément, ça fluidifie un petit peu. Donc là, on est en train de travailler encore tous un petit peu avec nos systèmes à nous, ce qui fait que c'est souvent un petit peu difficile d'avoir accès aux données. Donc ça, c'est un obstacle évident pour l'accès aux grandes données, ou même des fois aux données administratives. On a des administrations qui utilisent des systèmes qui sont très très vieux, des fois même sur papier dans certains pays, alors effectivement, ce n'est pas évident. On a un autre groupe qui s'occupe là plutôt du développement des capacités, et en particulier dans les pays en voie de développement. Donc moi, je travaille plutôt avec ce groupe-là, d'accord ? En tant qu'un conseiller interrégional, moi, j'aime bien plutôt mettre la main dans le cambouis. Là, je vous ai fait une présentation qu'on va dire un petit peu institutionnelle, mais mon travail, en règle générale, c'est plutôt d'être proche des gens et puis d'aider les pays, les différentes communautés à développer les indicateurs dont ils ont besoin. Ou de trouver les partenaires qui peuvent les aider, d'accord ? Donc, je suis aussi un facilitateur. Donc, je travaille plutôt avec ce groupe-là. On a fait une feuille de route mondiale pour le développement des capacités, qu'on appelle en fait alors en anglais, je sais. En français, il va falloir que je regarde. C'est le Global Action Plan de Cape Town. Donc, c'est le Global Action Plan, le plan d'action mondial du Cap. Voilà. Alors, c'est une grande feuille de route mondiale pour le développement des capacités. Et maintenant, on est en train d'essayer de développer des feuilles de route plus détaillées par région, par continent. Et l'objectif ensuite, c'est que les commissions régionales des Nations Unies aident les pays à développer leurs propres feuilles de route pour le développement des capacités, pour le calcul des indicateurs, la production des indicateurs. Voilà, ici je parle du plan d'action du CAP, il était là. Donc là, vous voyez les différents points, coordination et leadership stratégique. Vous avez en point 5 le partenariat, c'est important. On pense que, alors peut-être que vous n'allez pas être content, on pense que finalement les instituts nationaux de statistique peuvent jouer un rôle de leadership dans le développement de la communauté des données, dans l'intégration et le développement de la communauté des données. Leadership, ça ne veut pas dire que les instituts nationaux de statistique vont imposer quelque chose, mais il faut qu'il y ait un focal point, un point focal, on va dire, d'accord, dans chaque pays. C'est aussi plus facile en termes de contact. Et donc on aimerait finalement que ces instituts nationaux de statistique soient le point focal
de la donnée, de la communauté des données, des data scientists inclus. D'accord ? Diffusion et utilisation des données, activités statistiques, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. On a eu un forum mondial, ça c'était intéressant. On a eu un forum mondial l'année passée à Cape Town, au Cap, excusez-moi, en janvier. Et en fait, l'idée là, c'était d'inviter tous les partenaires, producteurs de statistiques officielles, producteurs de données, spécialistes du développement, les banques de développement, enfin les sponsors, etc., à nous rejoindre et à discuter tous les problèmes justement qui sont liés à la mesure du développement durable. Il y a eu des débats qui ont été extrêmement intéressants. Donc on a parlé des nouvelles approches du développement des capacités, en fait je l'ai ici, voilà. L'innovation et synergie entre différents écosystèmes de données, ben voilà, les grandes données, les données statistiques, ne laisser personne pour compte, on en a discuté, qu'est-ce que ça signifie exactement, quels sont finalement les défis que ça pose à la mesure, comprendre le monde au travers des données, donc là on a parlé avec les décideurs un petit peu, parce qu'il faut souvent les éduquer, parce que c'est un autre problème qu'on a, mais vous l'avez aussi, on l'a vu aujourd'hui, et puis l'autre problème qu'on a, c'est que pendant longtemps, la statistique ou les données, elles étaient utilisées par les gouvernements, par les décideurs, par une poignée de personnes qui, peut-être, j'allais dire, comprenaient, ou qui croyaient comprendre les statistiques et les données, et les interpréter et prendre des décisions. Ça a changé. On ne travaille plus que pour les décideurs. On travaille pour tout le monde. Nos données, en fait, elles sont diffusées à tous, et en plus, pour la statistique officielle, à tous et au même temps. Tout le monde a accès à l'information statistique au même temps. Alors certains pays font un petit peu on va dire des divergences en disant on les donne aux ministres 1 heure avant ou 2 heures avant, des fois à la presse un petit peu avant que ça leur permette un petit peu de préparer leurs questions et leurs articles. Mais l'idée c'est que le citoyen obtienne l'information au même moment que le décideur politique. Pour une simple et bonne raison, c'est la confiance. Si les données sont diffusées au gouvernement avant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a le risque à la fin qu'on se dise « Ah ouais, ils ont eu le temps, hein, finalement, puis tout va bien. » D'accord ? Donc l'idée, c'est ça, la confiance, tout le monde au même moment. Alors ça a posé des fois un problème parce qu'on avait des ministres qui devaient répondre aux questions des journalistes, ils n'avaient aucune idée, ils avaient obtenu les informations il y a juste quelques minutes. Donc ils n'arrivaient pas à les expliquer. Et vous savez qu'un politicien n'arrive jamais à dire « Il me faut un petit peu de temps, il faut que j'analyse les chiffres, puis je viendrai vous répondre. » Bon, donc ça c'est un des principes qui est important. 1400 participants, 80 sessions, 322 conférenciers. C'est un grand événement. Ici vous avez tous les conférenciers, beaucoup, enfin je ne les ai pas comptés, j'aurais pu vous les calculer. On a aussi des autres groupes de travail qui sont un petit peu plus techniques. Alors je vais aller très rapidement là-dessus. Le premier en fait c'est le groupe de travail mondial sur les données massives pour les statistiques officielles. En fait en anglais c'est GWG Big Data. Je pense qu'ils doivent être à leur 4e ou 5e réunion plénière. Ils ont des sous-groupes de travail. Il y en a un qui travaille sur accès et partenariat. L'autre groupe qui travaille sur Big Data, les objectifs de développement durable, donc exactement ce qu'on discute ici. L'imagerie satellitaire et données géospatiales, données des médias sociaux, formation, compétences et renforcement des capacités, puis aussi un comité sur la plateforme mondiale pour les données, services et applications, ce que je vous disais avant, le cloud. D'essayer de développer quelque chose mondialement, où on va prendre les données de toutes les big data qu'on va pouvoir avoir accès, et puis ensuite de les mettre à disposition des pays, des instituts nationaux de statistiques, parce que de nouveau, on doit faire très attention qui a accès. On peut peut-être faire certaines dérogations pour de la recherche scientifique, mais on a ça au niveau des pays dans les lois nationales, mais si on a une plateforme de ce type-là, on n'a encore pas un règlement international sur l'utilisation de ces données, donc ça peut-être ça viendra plus tard. Donc voilà, ce groupe a travaillé sur différents scénarios. Là, vous avez par exemple une carte pour le Bangladesh, c'est un des indicateurs des ODD1. Premier groupe, c'est un indicateur de pauvreté qui est basé sur des données téléphone, sur des données médias sociaux, recoupées avec des données sur des enquêtes sur les ménages. En fait, là, on a bénéficié du support de Telenor, qui est en fait la plus grande agence opérateur téléphonique de Norvège, d'accord, qui est actif au Bangladesh et qui nous a permis d'avoir accès à ces données.
Et ça donne quelque chose d'assez parlant, à un niveau de désagrégation, de granularité qui est extrêmement grand. Alors maintenant, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, il est déjà 4 heures, mais je pense que c'est quelque chose, vous pouvez aller sur le site que j'ai mentionné tout avant, vous avez le lien hein, ici, vous pouvez aller là, puis vous allez pouvoir obtenir plus d'informations. Puis peut-être que ce n'est pas la dernière fois qu'on va se voir, donc on va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus, parce que je pense que vraiment ça pourrait être intéressant. Voilà, puis ensuite on a un deuxième groupe, qui est le Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale. Alors ça, c'est tous des... Ils travaillent, ils sont dans les bureaux juste à côté du mien. C'est des gars qui sont hyper sympas, ils vivent un peu sur une autre planète, enfin ils sont sur leur satellite, mais ils font des choses qui sont absolument fantastiques. Donc vous avez ici les différents groupes de tâches aussi, ça a été éclaté en différents groupes de tâches, mais c'est sûr qu'un des points importants, une des tâches importantes, c'est le développement de l'information géospatiale en support des ODD. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est des techniciens, des géographes, des ingénieurs qui sont là-dessus. Et ils aiment bien me montrer des choses. Là, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça part automatiquement. Voilà, ça, c'est Paris, place de l'Étoile. En temps réel, alors ça n'est pas le temps réel de maintenant, mais c'est le temps réel au moment où ça a été pris. C'est des satellites géostationnaires qui vont prendre toute la couverture de la Terre. Chaque voiture, chaque véhicule est compté. Chaque véhicule est compté. D'accord? On s'éloigne. S'éloigne. Vous l'avez gentiment au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a la capacité. Bon, ils me disent, de toute façon, on peut lire un numéro de plaque minéralogique. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais là, on voit, par exemple, qu'on a la capacité. Puis il me dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de statistiques? Nous, on peut les compter, les voitures. Vous faites un échantillon, vous faites une extrapolation, vous faites du nettoyage. Nous, on les compte. Voilà. Donc, c'est ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer ça? Alors, il y a peut-être un petit peu des idées sur la mobilité, sur les transports. On peut partir dans une direction, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser ces données finalement pour la compilation de certains indicateurs. Bon, ça c'est un exemple, on a d'autres indicateurs. Hein. Par exemple, des indicateurs sur le transport maritime, des indicateurs de la pêche. On travaille beaucoup maintenant, de plus en plus on a des idées pour travailler avec des données géospatiales. On en est au début, d'accord? On en est au début, je vais terminer ici. On est un peu en gestation, si on veut. On a quelques idées, on a quelques bons exemples. Vous allez pouvoir les consulter aussi sur le site Internet. Mais je pense qu'on a un besoin de se retrouver de nouveau pour en discuter un petit peu plus, parce que ce que vous faites ici est intéressant. On voit un potentiel important de pouvoir utiliser ce que vous faites, vos recherches, vos projets, pour finalement essayer de faire ce qu'on, je pense, on veut tous faire, c'est de sauver des vies, puis de faire en sorte que tout le monde ait la meilleure qualité de vie possible sur Terre. Merci beaucoup, je crois que c'était tout. Voilà.